Aurore Berger, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors évidemment, on va commencer par cette question qui embrase et enflamme les esprits, les cœurs et j'en passe, la question du port du voile en sortie scolaire. Donc, il y a une division au sein même de la Macronie, au sein même du gouvernement, avec d'un côté les partisans de la ligne de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui a dit « le voile n'est pas interdit, mais il n'est pas souhaitable dans notre société ». Et puis de l'autre, ceux qui, comme Aurélien Taché, donc le député du Val d'Oise, considèrent que c'est une façon de stigmatiser, de marginaliser ces femmes et qu'il y a là danger. Alors vous, Aurore Berger, vous êtes clairement du côté de la ligne, de ce qu'on appelait la ligne Blanquer. Oui, clairement. Déjà, moi, j'aimerais redire que ce n'est pas Jean-Michel Blanquer ou moi-même qui avons mis ce débat sur la table. Et je m'en serais bien passée, en vérité, parce que je pense que limiter la question de la lutte contre le communautarisme, par exemple, la question de la laïcité, avec uniquement comme entrée la question du port du voile, ce n'est pas la bonne manière d'entrer sur cette question-là, parce qu'en effet, ça crée tout de suite un climat presque d'hystérie collective sur le sujet, où on n'arrive plus à pouvoir se parler calmement et respecter la parole de l'autre sur le sujet. Alors on va y venir sur ce qui se passe sur l'hystérie, notamment contre vous, sur les réseaux sociaux. Mais avant, je voudrais qu'on écoute Aurélien Taché, qui était ce matin au micro de Jean-Jacques Bourdin, quand Jean-Michel Blanquer était, lui, sur France Inter. On écoute Aurélien Taché. Au nom de la nécessaire lutte contre le terrorisme islamiste, qui est une réalité, qui nous a frappé au cœur plusieurs fois dans notre pays, on confond beaucoup de choses et nos concitoyens musulmans se retrouvent parfois pris en otage, oui, et ont l'impression qu'ils ne peuvent plus vivre leur foi normalement. Si on interdisait aux mamans, effectivement, de participer aux sorties scolaires avec leur foulard, eh bien finalement, on va en pousser plus d'une vers l'école privée et peut-être même vers le communautarisme pour certaines qui, alors je ne dis pas du tout que c'est le cas de votre auditrice, mais qui pourraient considérer qu'elles sont rejetées. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'Aurélien Taché a fait la leçon à Jean-Michel Blanquer, c'était sur le site du Point, en disant que ce n'était pas souhaitable que les responsables politiques s'érigent en théologiens, que c'était une véritable erreur de méthode, que les propos du ministre, dit-il, amènent de la confusion. Ce à quoi Jean-Michel Blanquer a répliqué en demandant la saisie de la commission des conflits de la République En Marche, en réclamant des sanctions contre Aurélien Taché. Et le délégué général de la République En Marche, Stanislas Guerini, a décidé de saisir le médiateur du parti afin que Jean-Michel Blanquer et Aurélien Taché puissent s'expliquer. Non mais on est dans Kafka quand même, là, franchement. Alors, moi, ce que je trouve insupportable dans l'interview d'Aurélien Taché, c'est qu'à partir du moment où on dit que le voile n'est pas souhaitable dans notre société française, nous sommes apparentés à l'extrême droite. Et laisser ce sujet à l'extrême droite, c'est ça le danger, c'est ça la confusion. Jamais je n'accepterai de dire que le voile est un facteur d'émancipation pour les femmes. Et la société dans laquelle nous avons envie de vivre, que nous avons envie de construire, ne peut pas défendre cette idée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines femmes qui le portent par choix. Ça ne veut pas dire qu'on va empêcher les femmes de le porter si elles le souhaitent, mais ça veut dire que nous, responsables politiques, législateurs, dans nos mots, dans nos expressions, dans les lois que nous votons, nous devons tout faire pour, en effet, en permanence ramener la République au cœur de la société. Et la République, ça n'est pas la séparation. Et le voile, il introduit cette notion de séparation. Il introduit cette notion d'inégalité entre les hommes et les femmes. Et en effet, il y a de grands débats pour savoir d'ailleurs si c'est même une prescription religieuse que de le porter. Je débattais avec une femme qui est imam, qui est la première imam en France, qui elle-même disait que rien ne le prouve. Donc clairement, moi, ce que je n'accepte pas, c'est qu'on nous apparente à l'extrême droite parce qu'on ose parler de ce sujet-là. Pendant trop d'années, on a, je pense, abdiqué sur ces questions-là, on n'a pas osé en parler, on n'a pas osé les affronter et on a laissé un boulevard à l'extrême droite pour les traiter et les traiter d'une manière insupportable qui est, par exemple, l'invective et l'humiliation publique d'une femme devant son enfant. Et ça, évidemment, on le condamne. Mais alors, le fait qu'on mette sur le même pied la parole d'un ministre, en l'occurrence Jean-Michel Blanquer, et d'un député Aurélien Taché, qu'on dise qu'ils vont être, qu'ils vont pouvoir s'expliquer, ça vous paraît de bonne politique? Est-ce que ça vous... On a des statuts, les statuts sont ce qu'ils sont dans un parti politique, ils sont pas toujours très compréhensibles, pas toujours très habiles, etc. Mais bon, c'est les statuts et la vie d'un parti politique. Ce qui est certain, c'est que, encore une fois,
ce débat, on ne l'a pas choisi. Ce débat, il a fait irruption. Comment d'abord? Il a fait irruption avec un tract, qui est celui de la FCPE, qui a choisi une femme voilée de faire campagne sur le fait qu'une femme voilée puisse accompagner des sorties scolaires. Allant contre toute l'histoire de ce qu'est la FCPE. Même de la FCPE qui s'est bâtie autour de la question de la laïcité. Et c'est comme ça que le débat a surgi à nouveau sur la question du voile. Et la difficulté, c'est qu'en fait, systématiquement, en tant que responsable politique, on nous demande, ou on est amené à réagir. On est amené à réagir sur l'inauguration de la mosquée de Rennes, où on voit des toutes petites filles qui sont voilées et qui ne devaient pas avoir plus de 6 ans. Il devrait y avoir un consensus de l'ensemble de la classe politique pour dire que le voilement des fillettes nous est insupportable. Parce que là, il n'y a pas de libre choix dans ce cas-là. On a eu la question du burkini à Grenoble, où on sait bien que là, que c'était de l'activisme militant qui voulait venir tester les limites ici d'une collectivité locale. Et on a eu cet épisode malheureux de la part d'un élu d'extrême droite et le tract de la FCPE. Alors vous avez vu le Premier ministre, Édouard Philippe, essayer de tenir la barre entre les deux. Alors c'est difficile parce qu'il a expliqué donc, à l'Assemblée nationale que l'enjeu n'était pas de faire une loi sur le sujet, tout en essayant de ne pas désavouer complètement Jean-Michel Blanquer, mais en le désavouant un peu. Et vous avez dit, eh bien, moi, je soutiens Jean-Michel Blanquer et je voterai la proposition de loi interdisant le port du voile en sortie scolaire. Depuis que vous avez dit ça, vous avez droit à une déferlante contre vous sur les réseaux sociaux. Il y a même des députés de votre parti qui ont lancé un hashtag, ça s'appelle Not in my name, pour bien montrer leur désolidarisation. Donc, on voit quelques tweets à l'écran. C'est d'une violence folle. Est-ce que ça vous conduit à regretter ou à assumer encore davantage ? Déjà, j'ai aucun regret sur le fait d'assumer des convictions. Enfin, j'ai fait un choix en rejoignant La République En Marche qui était de me dire que jamais je ne rognerais sur mes convictions et que plus jamais je ne ferais de compromis. Sinon, ça ne servait à rien que je m'engage au sein de La République En Marche et auprès d'Emmanuel Macron. Donc déjà, ça, je ne le regrette pas. Ensuite, évidemment, vous attendiez pas de la politique. Oui. Évidemment. Alors Éric Ciotti, évidemment qu'il fait de la politique. Vous savez quoi, qui avait rédigé une proposition de loi pour inclure l'interdiction du voile aux sorties scolaires. Je dis pour nos téléspectateurs. Alors, on a à la fois une proposition de loi au Sénat, de la part des Républicains. On a du coup Éric Ciotti qui dit qu'il va le faire à l'Assemblée. Donc il nous impose aussi de nous positionner. Donc après, il y a deux attitudes. Soit je suis cohérente avec moi-même. Je dis à partir du moment où je défends la même idée, même si je ne poursuis pas les mêmes objectifs, eh bien je la vote. Ou alors, parce que l'émetteur est Éric Ciotti, je refuse de la voter. Je pense que ce serait complètement incohérent. Et ce que les Français nous reprochent souvent, c'est justement le manque de constance et de cohérence par rapport à nos convictions. Donc, en l'occurrence, je n'ai aucun doute sur l'intention politique des Républicains, aucun doute sur le piège qu'ils tentent de créer pour La République En Marche. D'ailleurs, c'est assez bien réussi, puisque de fait, ça génère de la division. Une ligne de fracture. C'est assez inédite dans votre parti. On pouvait la pressentir, mais là, elle explose au grand jour. Ce que je ne souhaite pas, c'est que nous ayons l'avenir du Parti socialiste. Le Parti socialiste, pendant des années, a refusé d'avoir une ligne claire sur ces questions-là, à l'exception de quelques grandes personnalités, que tout le monde, Manuel Valls, que soit encore aujourd'hui Laurence Rossignol, etc., mais qui étaient minoritaires. Je ne pense pas qu'on soit minoritaire dans l'opinion publique en disant que le voile n'est pas souhaitable. Et dire que le voile n'est pas souhaitable ne veut pas dire que nous sommes à l'encontre des femmes de notre pays qui sont de confession musulmane. Et cette confusion qu'on cherche volontairement à entretenir, que le CCIF, maintenant qui court tous les plateaux, entretient, etc., me paraît absolument détestable. Alors, vous avez vu peut-être cet après-midi au Sénat, donc Jean-Michel Blanquer a été apostrophé par la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio qui lui a dit écoutez, soyez cohérent, monsieur le ministre, allons jusqu'au bout. On regarde. Je ne peux pas croire qu'aujourd'hui, vous puissiez rater une occasion de marquer une réelle volonté de lutter contre les velléités de l'islamisme en France, alors que 2 Français sur 3 sont prêts à soutenir cette loi qui interdit le voile pendant les sorties scolaires. Franchement, je trouve que c'est un manque de courage. Voilà, alors je dis à nos téléspectateurs que cette sénatrice donc, est une sénatrice LR et qu'elle a apostrophé donc Jean-Michel Blanquer en lui disant voilà, le voile n'est pas souhaitable, interdisons-le. Alors, on peut reprocher peut-être des choses à Jean-Michel Blanquer, certainement pas de manquer de courage, ni de manquer de conviction. Il a dit clairement les choses. Oui, mais lui, il ne va pas jusqu'à demander mais moi non plus, je n'avais pas dit il faut une loi. Oui, mais quand on vous demande sur ma chaise matin, midi, non, mais quand on vous a demandé de vous positionner, vous avez dit la cohérence moi, veut je suis députée, donc moi, ma responsabilité, c'est de savoir ce que je vote ou ce que je ne vote pas. Ce qui n'est pas la même chose de la part d'un gouvernement qui peut initier ou non. En l'occurrence, un projet de loi. Donc, à partir du moment où cette proposition-là sera sur la table, encore une fois, je serai cohérente avec les convictions que j'ai exprimées et je la voterai. La question, c'est qu'il ne faut pas que l'on résume dans notre pays la question de la lutte contre le communautarisme ou même la question de la laïcité
à la question du voile. Et c'est ce que certains cherchent à faire depuis plusieurs jours pour nous cornériser, pour démontrer que nous voudrions stigmatiser. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète, c'est une forme d'inversion de valeur, où en fait on en vient à reprocher à ceux qui juste veulent promouvoir la laïcité. Et donc, ce qui est l'un des ciments même de notre République, de notre système démocratique en France, d'être anti-liberté. Mais typiquement sur la question des sorties scolaires, où est-ce que j'ai dit, à quel moment ai-je dit qu'il faudrait faire un tri entre les parents, qu'il faudrait choisir un parent en fonction de sa confession religieuse? Je me moque de la confession religieuse des parents ou de leur absence d'ailleurs de conviction religieuse. Tout le monde est évidemment libre d'accompagner une sortie scolaire d'un enfant. Par contre, moi, oui, je considère qu'on n'a pas à afficher ses opinions politiques ou religieuses dans ce cadre-là, parce que s'il y a bien un lieu qui devrait être préservé de tout cela, c'est bien l'école. Est-ce que vous n'attendez pas, au fond, quand même une parole d'Emmanuel Macron sur ce sujet? Parce que sur un sujet aussi explosif et crucial que celui-là, l'ambiguïté est un poison, non? Alors oui, l'ambiguïté est un poison, mais moi, de ce que je lis, de ce que j'entends des discours du président de la République, il me semble très clair. 1 an après son élection, il fait une interview avec Jean-Jacques Bourdin et Louis Plenel. Et il y a une question très claire sur BFM TV, et il y a une question très claire sur le voile. Et il dit que le voile, je le cite, est pour lui contraire à l'idée que nous faisons de la civilité. Je n'ai jamais entendu un président de la République être aussi clair et aussi franc sur ces questions-là. Et il a ensuite réaffirmé le chemin qu'on doit prendre, qui ne se résume pas encore une fois à la question du voile, qui est la question de la lutte contre la radicalisation, la question de la lutte contre le communautarisme. Et je pense que c'est cette voie-là qu'il faut qu'on puisse emprunter. Alors, un petit mot quand même sur un autre gros sujet de la journée et même de la semaine, ce qui se passe en Europe. Donc, on est à la veille de l'ouverture d'un Conseil européen assez décisif, puisque c'est l'avenir de l'Europe qui se joue. Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont retrouvés aujourd'hui à Toulouse pour essayer d'afficher au fond, une forme d'unité franco-allemande. Vous y croyez? C'était important de le faire maintenant? Je pense que c'était une nécessité au regard des dernières semaines que l'on a vécues. Je pense que c'était important. Le chef d'État, chef de gouvernement se rassemblent, parce que quand la France et l'Allemagne donnent le sentiment de ne pas être unis, c'est l'ensemble de l'Union européenne qui tousse. Et donc il fallait qu'il y ait cette démonstration d'unité, et je pense qu'on est en capacité en plus de continuer à avancer ensemble. Alors, sur le Brexit, parce que ça va être quand même un des très gros sujets sur la table demain, est-ce que vous pensez qu'on peut être un tout petit peu optimiste et espérer encore éviter un no deal? J'ai du mal à m'exprimer sur le sujet, parce qu'au regard de tous les atermoiements qui ont existé au Parlement britannique, qui honnêtement démontrent à quel point notre Parlement finalement fonctionne bien quand on se compare. Quand on se compare, on se rassure. Voilà, c'est ça que vous voulez nous dire, Berger? Surtout en ce moment avec le gouvernement britannique. Donc moi, ce que j'espère surtout, c'est à la fois, je pense qu'il faut que la parole qui a été celle des Britanniques, quand même, elle ne me convient pas, elle soit respectée. Ils ont fait un choix. Et ce choix est de quitter l'Union européenne. On peut le regretter, le déplorer. On a même fait plutôt campagne contre, quelque part. Mais ce choix doit être respecté. C'est la volonté démocratique des Britanniques. Donc ça, je pense que c'est la première chose. Et ensuite, il faut aussi que ça puisse avancer. Parce qu'on ne peut pas avoir un pays qui veut partir, mais sans partir. Ce n'est pas clair pour ses partenaires. Et c'est l'ensemble des traités, en plus, qu'il faut ensuite renégocier, des accords de libre-échange, de circulation. Et donc, il faut qu'on puisse vite avoir une solution. Alors, il y a un autre sujet qui va être abordé, c'est la composition de la Commission européenne. On a quand même pris une belle gifle sur cette question, puisque la candidate d'Emmanuel Macron, Sylvie Goulard, a vu sa candidature rejetée. D'ailleurs, Emmanuel Macron n'a pas caché sa colère. Et je ne sais pas si vous avez entendu Jean-Louis Bourlange sur France Inter, c'était hier. Donc, il est député MoDem des Hauts-de-Seine, macroniste, en tout cas, il l'a été. Il n'est pas très tendre avec Emmanuel Macron. On l'écoute. L'antiparlementarisme est un sport national en France depuis 60 ans, que l'idée que des parlementaires puissent librement se prononcer, à tort ou à raison, ça c'est un autre problème, puissent librement se prononcer sur le choix d'une personne, c'est quelque chose que l'establishment politique et administratif français n'encaisse pas, n'admet pas depuis 60 ans. Et je pense que c'est une grande différence entre nous et les autres, et pas notre avantage. Alors maintenant, il faut...
Voilà, hein, donc Jean-Louis Bourlange, il essaie de donner une leçon, n'est-ce pas, de pro-parlementarisme à Emmanuel Macron en lui disant soyez content, Monsieur le Président, de ces parlementaires qui ont rejeté votre candidate. Ce qui est certain, c'est que ça démontre quand même la capacité du Parlement européen à exister et à avoir un poids institutionnel majeur, là où souvent on dit que la Commission est largement supérieure au Parlement. Il y a un vrai poids parlementaire dans la capacité à ne pas... Je ne suis pas sûre que ça réjouisse Emmanuel Macron, non, ce vrai poids Je parlementaire. ne me réjouis pas du tout que Sylvie Goulard n'ait pas été choisie, parce que je pense que c'est une chance pour l'Europe d'avoir une femme autant investie, qui connaît aussi bien les sujets et qui était jugée crédible par nos partenaires européens. Il y a eu un jeu politique très clair, parce que justement, nous avions refusé les petits arrangements préalables, la question du Spitzenkandidat, et clairement, ça s'est retourné contre nous, et ça s'est retourné de manière très injuste. Macron a dénoncé la petitesse. De valeur. C'était le mot d'Emmanuel Macron, c'est la petitesse. Si vous voulez, il y a un moment des choix de commissaires qui ont été faits, il y a des accords avec les autres partis politiques et aussi avec les différents chefs d'État et de gouvernement, et on avait une candidate dont personne d'ailleurs, personne, même après le vote, n'a remis en cause la qualité de son parcours, de sa compétence. Et je pense que c'est dommage qu'on se prive de ce type de personnalité. Mais alors, qui pour la remplacer? Ségolène Royal? Écoutez, moi, Florence Parly, Amélie de Montchalin. Honnêtement, j'ai pas de candidat et c'est pas à moi de le définir. Moi, je souhaite qu'on ait déjà un portefeuille qui nous soit garanti, parce que l'enjeu, il est aussi là, au-delà de qui, c'est en quoi la France va être en charge, de quoi la France va être en charge. C'est ça qui est, à mon avis, aussi extrêmement important. Il y a un portefeuille qui doit revenir à la France, donc c'est d'abord ça, à mon avis, qu'il est essentiel de sécuriser. Eh bien, à présent, Aurore Berger, j'accueille Nicolas Domnac qui va venir mettre son grain de sel. Nicolas, bonsoir. C'est un petit grain de sel ce soir, hein, mais intense, petit mais intense. Très très vite, dites-moi, c'est quand même la pétaudière. Hein. Alors, vous êtes trop jeune pour avoir connu sous Giscard les Chiraciens menant l'offensive contre le président de la République. Ça s'est terminé par une défaite. Mais vous avez connu Hollande, les socialistes tirant à Hu et à Dia, et ça s'est terminé par une défaite. Et là, vous êtes parti pour la gloire aussi, semble-t-il. Hein. Je n'ai pas l'impression qu'on soit parti pour la gloire, mais je pense en effet qu'il faut qu'on ait des lignes très claires sur ce qu'on veut dire aux Français, sur un certain nombre de sujets. Et plus on donne le sentiment soit de ne pas assumer de se positionner, soit de le faire avec méfiance, etc., et moins on est crédible. Donc c'est ça notre enjeu. Et je pense qu'il n'y a pas à avoir peur à se positionner sur des sujets qui nous paraissent de prime abord difficiles, notamment sur la question de la laïcité. Mais on a quand même l'impression qu'au fond... qui a gagné par le glaive périra par le glaive. Autrement dit, vous avez gagné par la dissidence. Hein, c'est ce qui passe, c'était Macron. Et maintenant, regardez dans toutes les villes et dans votre groupe, mais on a l'impression que la dissidence est la règle du jeu. Alors, c'est compliqué de dire qu'Emmanuel Macron a gagné par dissidence. Déjà parce qu'il n'était pas membre d'un parti politique, il n'était pas candidat à une primaire qu'il aurait perdue. Il a fait un choix clair qui était de dire « moi, je quitte ce gouvernement et je crée ma propre formation politique et j'irai jusqu'au bout ». Et c'est ce qu'il a fait. Donc, il n'a pas caché ses intentions et il n'a pas cherché à se raccrocher à des partis politiques existants. Après, moi, je regrette qu'évidemment, il y ait un certain nombre de dissidences qui ont largement été pensées au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. En effet, se multiplient dans un certain nombre de communes. J'espère que progressivement et au fur et à mesure de la campagne, les choses rentreront progressivement dans l'ordre. Et alors, la clarté pour vous, à Paris, c'est Benjamin Griveaux. Et à Lyon? Et à Lyon, c'est Gérard Collomb, en tout cas pour la métropole, puisqu'il a été investi pour la métropole, Gérard Collomb. Et à Bordeaux? Et à Bordeaux, Thomas Cazenave. D'accord. C'est pas le maire sortant, c'est pas le proche d'Alain Juppé. Mais Alain Juppé n'est plus le maire de Bordeaux. Et Alain Juppé a dit lui-même, en quittant la mairie de Bordeaux pour le Conseil constitutionnel, qu'il n'avait pas de dauphin désigné. Donc je pense qu'on a une légitimité à pouvoir porter notre propre candidat à Bordeaux, et Thomas Cazenave est un excellent candidat. Et je pense qu'on a raison aussi de démontrer qu'on prend des risques. C'était peut-être plus simple de soutenir ici ou là des sortants, parce que c'était peut-être une meilleure garantie immédiate de victoire, mais un parti se construit dans la durée. Il se construit sur des valeurs, dont on a parlé avant, et il se construit aussi avec des femmes et des hommes qui sont investis localement et qui peuvent démontrer qu'on fait et qu'on agit. Et moi, je pense qu'on a eu raison d'investir un certain nombre de nos candidats. Mais dites-moi, vous allez plus avoir la majorité bientôt à vous tout seul au Parlement, si ça continue quand même. Vous me dites que la clarté, tout ça, mais jusqu'ici, vous aviez une majorité. On l'a, cette majorité. Mais ça ne cesse de se rétrécir, quoi. Plus les jours passent, puis il y en a qui s'en vont. Vous comprenez ça? Tous les jours, on aurait des personnes qui partiraient et qui nous quitteraient. Moi, je veux aussi qu'on en a un certain nombre déjà qui nous rejoignent. D'autres formations politiques qui ont souhaité élargir la majorité présidentielle. Et que la majorité présidentielle, elle a commencé avec La République En Marche,
puis le MoDem, et qu'aujourd'hui, il y a Agir, les radicaux, il y a l'UDI, donc c'est une majorité qui s'élargit. Et ça, je pense qu'on est à peu près les seuls à être en capacité de démontrer qu'il y a des gens qui ont envie de nous rejoindre. Vous avez une dernière non, question, c'est pas possible. Nicolas. Non, mais c'est un bouleversement, là, ce que vous êtes en train de dire, parce que ça veut dire que vous allez, avec les autres partis, au fond, concevoir que vous n'êtes pas tout-puissant et qu'il faut discuter, qu'il faut s'entendre, qu'il faut avancer ensemble. J'ai toujours tenu cette ligne-là. C'est l'heure de la maturité. Être majoritaire, maturité. ça ne voulait pas dire être hégémonique. Et je pense que le sentiment d'hégémonie, le risque du coup de sentiment de toute puissance lié à cette hégémonie, c'est toujours dangereux en politique. Donc c'est la fin de la toute-puissance, l'acte 2, virgule, fin de la toute-puissance. Non, c'est pas mal ça, non? Non, mais je pense qu'on a intérêt, dans tous les cas, qu'on ait une majorité présidentielle, à faire vivre les différences de cette majorité présidentielle, ses nuances. C'est peut-être parfois plus simple aussi qu'elle s'exprime dans différents partis politiques plutôt qu'au sein d'un même parti. Oui, là, vous auriez bien aimé en fait que la République En Marche soit divisée en 2 partis politiques Je différents. n'irai pas jusqu'à dire ça quand même, mais je pense que c'est aussi bien parfois d'avoir plusieurs composantes. Eh bien, merci Aurore Berger. Nicolas, je vous garde avec moi et dans quelques instants, l'historien Fabrice D'Almeida va nous rejoindre pour la conversation. À tout de suite.